Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour les entretiens d'Inchauseta et nous parlons logement pour tous. Et à cette occasion, nous avons invité Pauline Maillard, directrice du développement de Toits Temporaires Urbains, et Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes, pour nous parler logement temporaire, puisque on a entendu les besoins de logement pour les personnes spécifiques. Et on s'est rendu compte que sur la question du temporaire et de l'entre-deux logement, il y avait beaucoup de choses à dire, et notamment sur la situation, le contexte dans lequel on peut avoir besoin d'un logement temporaire en dehors des situations de crise que la plupart des gens connaissent. Et du coup, j'aimerais bien vous entendre sur cette première question qui est, quand on parle logement temporaire, à qui on s'adresse et quel type de public est ciblé ? Alors, le logement temporaire s'adresse sur une catégorie de personnes qui sont naturellement les étudiants, mais qu'on a vu sur lequel il manque un certain nombre de centaines de milliers de logements qui font partie d'une catégorie, mais qui est assez bien ciblée. Et l'idée aujourd'hui, c'est quand même de se focaliser sur les logements temporaires, ou notamment les besoins en logement temporaire qu'on oublie de temps en temps, et notamment qui sont liés à la décohabitation, à la mutation du travail, c'est-à-dire les personnes qui vont travailler pendant 1 an dans une autre ville. Dans la décohabitation, on a aussi les divorces, c'est-à-dire des gens qui temporairement ont besoin d'un logement parce qu'ils souhaitent quitter leur foyer assez rapidement pour des raisons de désamour. Et on a aussi des personnes qui font un travail en alternance dans une ville pendant 1 semaine sur 2. Et ce sont tous ces catégories de personnes aujourd'hui qui sont relativement invisibles et qui n'apparaissent pas dans nos tablettes et qui ont besoin d'un logement à la fois temporaire, c'est-à-dire sur une durée continue, mais qui peut être assez longue, mais aussi parfois du logement dont le besoin est alternatif, c'est-à-dire 1 semaine sur 2 ou un week-end sur 2 pour venir regarder les enfants. Et c'est ces personnes-là aujourd'hui qui disparaissent un peu des tablettes et sur lesquelles on a assez peu de réponses à apporter. Ouais, nous, à Toits Temporaires Urbains, on s'est focalisé dans un premier temps sur les besoins de crise, puisqu'il y avait le conseil départemental qui faisait partie du groupement de commandes et donc qui, lui, avait des besoins pour les publics très précaires avec des situations d'urgence. Donc les femmes isolées avec des enfants qui peuvent aussi être des familles monoparentales à la suite de divorce, mais pas que, et les jeunes qui sortent de l'ASE. Mais c'est vrai que en fait, il y a plein d'autres situations et on travaille aussi sur ces autres besoins. Donc ceux que vous avez cités, la décohabitation, le logement des jeunes, donc que ce soit avec des foyers de travailleurs migrants où effectivement là on répond à un besoin temporaire. Mais malheureusement, malheureusement et heureusement, ça peut aussi être une solution parmi d'autres pour répondre à des besoins qui ne sont pas forcément temporaires. Mais faute d'alternative, ça va être une étape supplémentaire qui va peut-être permettre de fluidifier un petit peu le marché, notamment dans des marchés immobiliers qui sont très tendus, soit de manière ponctuelle, soit de manière plus pérenne. Donc voilà, ça va être, on a dit, le logement des étudiants, le logement des travailleurs en alternance, mais aussi des travailleurs clés longue distance dans des grands chantiers qui vont mobiliser pendant 5 à 10 ans un nombre très important de travailleurs. Et on ne pourrait pas répondre avec une offre de logement pérenne parce que ça créerait de la vacance par la suite. Du coup, le logement temporaire, ça prend tout son sens dans ce genre de situation. Est-ce que tu peux, Pauline, nous dire un peu plus précisément la proposition de valeur de Toits Temporaires Urbains et en quoi consiste un projet Toits Temporaires Urbains ? Du coup, oui, un projet Toits Temporaires Urbains, c'est en fait un espèce de mini-projet urbain, puisque Toits Temporaires Urbains va pouvoir apporter ses services donc, du développement du projet, donc la recherche de terrain, la prise de contact avec les collectivités, justement consolider le projet, la programmation avec la collectivité. Ensuite, le dépôt de permis de construire, la conception du projet avec des architectes et avec l'entreprise de construction avec laquelle on travaille qui s'appelle Selja, qui est un constructeur bois. Donc le porteur de projet, puisque nous on n'est jamais en contact direct avec les usagers finaux, mais avec un exploitant, donc une association, un bailleur, un employeur. Eux vont ensuite nous louer nos bâtiments et vont assurer la gestion locative. Mais il y a quand même tout ce travail de réflexion sur la programmation, sur l'usage que va en faire les usagers finaux
Et sur la conception de la solution constructive, on a vraiment travaillé avec des bailleurs, avec des associations pour répondre aux normes de chacun des secteurs, mais aussi pour apporter une qualité dans l'usage en jouant sur les surfaces, sur les typologies, etc. Et donc voilà, Toit temporaire urbain, on va travailler sur toute la durée du projet urbain, de la conception jusqu'à la remise des clés à l'exploitant. Et du coup, alors on voit qu'il y a effectivement des architectes et des collectivités qui sont mobilisés. Comment est-ce que l'ordre arrive à accompagner ce travail justement de dialogue sur ce sujet particulier du logement temporaire dont on sait que parfois il n'est pas facile à appréhender pour les élus? Comment est-ce que vous arrivez à aider à la fois les architectes et les collectivités à travailler sur le sujet? Alors déjà, ce qui est important, c'est de pouvoir dissocier le besoin en logement temporaire de la construction temporaire. Aujourd'hui, Toit temporaire urbain propose de la construction temporaire qui est vouée à un besoin temporaire. L'idée, c'est quand même de pouvoir dissocier les deux. On peut très bien avoir du logement temporaire dans une construction qui est pérenne, et à l'inverse, on peut très bien avoir une construction temporaire qui pourrait servir à plein d'usages autres que du logement, qu'un besoin temporaire. Donc là-dessus, nous, les architectes, on est attentifs à bien devoir dissocier les deux. Une construction temporaire a la vocation à être temporaire, donc à s'inscrire dans un paysage qu'elle puisse être démontable. Hier, on parlait ensemble de savoir est-ce que c'est 5, 7 ans, 12 ans, 10 ans, à partir de quand on considère qu'une construction est temporaire, ça, on peut toujours en parler. L'insertion urbaine, elle est extrêmement importante, mais avant tout, pour répondre à la question du besoin temporaire, ce qu'on propose à l'Ordre des architectes, c'est le programme qu'on a mis en place, un architecte, qui est capable de faire un diagnostic sur un territoire, des constructions données qui existent déjà, pour lesquelles on pourrait les transformer en logements temporaire, donc vraiment d'usage temporaire, qui permettrait d'être à la fois rapide et à la fois de répondre à un certain nombre de besoins, et par ailleurs d'être après reconverti sur autre chose, puisque la construction elle est déjà là. Le sujet de la construction temporaire, donc il y a un deuxième sujet sur lequel des fois on vient mettre des gens qui ont un besoin temporaire, notamment les saisonniers, pour le coup, c'est ce qui prête le mieux aux saisonniers. Là, l'idée, c'est de travailler avec les collectivités territoriales pour que ces installations ne viennent pas, si je peux me permettre, gâcher le paysage. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on vient travailler avec des produits manufacturés, notamment avec des produits pétrochimiques, plastiques pour ne pas le citer, et qu'on est dans une zone touristique qui est assez belle, l'idée, c'est de ne pas venir gâcher le paysage parce qu'on viendrait à la fois détériorer l'intérêt touristique du lieu. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est bien sûr que les collectivités territoriales, avant de faire appel à la construction temporaire, c'est de faire un diagnostic de ce patrimoine qu'elles ont, sur lequel elles puissent déjà proposer un certain nombre d'offres. Si à un moment donné, pour une raison évidente de quantité, on a besoin de logements de construction temporaire, alors là, on essaie de travailler, mais à la condition, c'est que ça soit vraiment temporaire. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment, que ces logements puissent s'enlever. Après, dans ces logements temporaires, il y a plusieurs choses. Il y a le modulaire, qui sont des choses qu'on transporte sur des camions, qu'on vient déposer et sur lesquelles on vient les habiller pour leur donner une espèce de couleur locale, une sorte de maquillage. Et après, il y a toute la construction hors site, qui est extrêmement portée en ce moment, qui est plutôt des choses qui sont aussi démontables et recyclables, et notamment recyclables en d'autres choses ou en d'autres bâtiments. Donc là-dessus, on fait de la pédagogie, bien sûr, mais on sensibilise nos architectes qui sont sur les territoires pour qu'ils puissent avoir ce dialogue auprès des collectivités territoriales. Et on voit que c'est très important de travailler aussi sur la qualité des logements, parce que ce n'est pas parce que l'usage ou la construction est temporaire qu'il faut que la qualité soit dégradée. Peut-être, Pauline, si tu peux nous dire sur la partie amont de Toit temporaire urbain, comment vous avez travaillé justement à l'élaboration des modules qui respectent la réglementation énergétique, qui respectent toutes les normes en vigueur et qui sont effectivement complètement aussi confortables qu'un logement pérenne. Ouais. En tout cas dans l'objectif. Ouais. Oui, du coup, il y a eu un diagnostic quand le projet a commencé, c'était en 2018, des solutions constructives temporaires qui existaient et il n'y en avait aucune qui répondait à tous les besoins pour offrir une solution à la fois déplaçable, durable, donc qui atteint la RE 2020. Nous, du coup, on anticipe même la RE 2028 sur certains territoires et qui puisse répondre à plusieurs usages, donc à la fois hébergement, logement et locaux d'activité. Du coup,
il y avait plusieurs acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme qui réfléchissaient à cette solution constructive. Et il y en a 3, donc la Caisse des dépôts, la SNCF, qui a une réserve de foncier importante, et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui avait des besoins importants et qui cherchait des alternatives pour sortir les publics dont il a la responsabilité, donc les familles isolées et les jeunes qui sortent de l'ASE, de l'hôtel, puisque c'est une solution qui coûte cher et qui n'est pas forcément adaptée à l'accompagnement social et à la vie de famille, et de famille monoparentale ou pas. Donc du coup, on a réfléchi, on a lancé un partenariat d'innovation. Donc c'est une forme de marché qui permet d'enchaîner une phase de recherche et développement et une phase d'acquisition sans remise en concurrence. Et donc cette phase de recherche et développement qui a duré 2 ans et demi, en fait on a sélectionné un groupement parmi 27 candidatures qui a rassemblé 2 cabinets d'architectes. Donc un cabinet un peu structuré, plus ancien, et un cabinet plus jeune mais qui avait une approche un peu plus sociologique, des BET, techniques, environnementaux, etc. Un constructeur bois qui avait 20 ans d'expérience de construction derrière lui. Et aussi, on s'est fait accompagner par un laboratoire de recherche qui est rattaché à l'ENSA de la Villette, justement pour travailler sur, pour chacun des usages, intégrer les normes donc de l'hébergement, du logement et les recommandations pour atteindre un certain niveau de qualité. Donc on est sur des constructions en biosourcé, à plus de 80%, donc structure, menuiserie, isolant en bois. Donc ça va déjà jouer sur la qualité du ressenti pour les usagers. Et puis ensuite aussi sur les surfaces. En fait, la taille du module qu'on a choisi a fait qu'on retombe sur des surfaces de chambres et de logements qui sont supérieures à ce qui se pratique aujourd'hui sur l'hébergement et le logement. Aussi avec la volonté que ce soit la même qualité pour tous. Donc par exemple sur le volet hébergement, qu'on soit sur de l'hébergement, des chambres pour de l'hébergement social ou des chambres pour l'hébergement par exemple des salariés des SNCF qui sont en formation, on va être sur les mêmes typologies. Donc c'est vraiment la même qualité pour tous et avec la volonté que c'est pas parce qu'on est sur l'hébergement de public précaire qu'on doit avoir une qualité de logement dégradé. Peut-être Christophe, juste pour conclure cette séquence, un exemple de collaboration avec une collectivité. Alors on a des exemples de logements de construction temporaire qui ont été mis en place, on en a notamment la SNCF avec SNCF Immo à Paris, mais par contre on n'a pas d'exemple encore justement de construction temporaire qui ont été démontées pour être recyclées, pour être portées ailleurs. Il faudra revenir du coup. Donc il faudra revenir parce que ça interroge, cette construction temporaire, interroge qui est très consommatrice de matière, parce que chaque module doit avoir ses 6 faces pour être posées les unes pour les autres, qui a l'intérêt d'être transportable. Si elle n'est jamais transportée, ça veut dire que le modèle finalement il n'est pas périn. Par contre, un exemple peut-être, puisque je suis d'origine lyonnaise, à Villeurbanne, où on a un programme qui s'appelle L'Autre Soi, où là on a fait de l'urbanisme temporaire, où on a utilisé des anciens bâtiments pour, en attendant qu'un porteur de projet se manifeste pour recycler le bâtiment, où on a pu faire du logement temporaire à l'intérieur de ces bâtiments qui s'y prêtaient à faible coût, qui existe déjà à Villeurbanne. Et on a un exemple à Paris aussi avec une caserne qui a été recyclée en logement temporaire le temps qu'un porteur de projet trouve cette caserne. Donc il y a des exemples dans l'urbanisme temporaire. Dans la construction temporaire, on a des exemples de mise en œuvre, mais on n'a encore pas les exemples de déconstruction et recyclage dont on attend de voir les résultats. Eh bien, merci à tous les deux et du coup je comprends que l'an prochain peut-être on vous retrouve pour la suite on espère. sur le premier module démonté et remonté et transporté. Pauline, tu nous diras si tu as démonté. On vous invitera à la démolition, au démontage et au remontage de la première opération dont on a déjà le second terrain. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la suite du débat sur le logement temporaire.